Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et avant de vous parler du sujet de cette semaine, j'aimerais vous inviter à consulter notre page Facebook ou notre compte Instagram à la hauteur de nos tout-petits afin de découvrir un projet sœur, un projet connexe au balado et ça s'appelle La Bulle de MS. MS Bérard, c'est une de mes amies qui a une plume exceptionnelle, un talent fou pour l'écriture et je l'ai mis au défi de nous créer des capsules chaque semaine inspirées du sujet de la semaine. Elle a décidé d'y aller dans la nostalgie. Bien souvent, elle s'inspire de souvenirs. Elle fait un parallèle également avec sa fille de 3 ans, elle qui maintenant joue le rôle de mère. Ce sont des capsules assez courtes, 2 à 3 minutes, toujours humoristiques. Je vous invite vraiment à aller les consulter. Vous pouvez le faire via notre page, via ses réseaux sociaux à elle également. Allez nous donner des commentaires, des suggestions aussi quant à la bulle de MS. Vous la retrouvez également sur le compte YouTube, la chaîne YouTube du balado. Allez voir la liste de lecture, la bulle de MS. Je pense vraiment que c'est un bon moment pour sourire, rire et juste comme décrocher un petit peu de notre quotidien. Parce qu'on le sait, le quotidien, ça peut être parfois intense. Et c'est un peu ce dont on va parler cette semaine avec le thème « Planifier sans crouler sous la pression ». Là, on dirait que je suis un peu confuse. Si on planifie rien du tout, eh bien, pour moi, ça vire en chaos, en stress, en anxiété parce que j'ai l'impression que là, tout va trop vite et que je suis en retard. D'un autre côté, si je planifie longtemps d'avance, soit trop longtemps d'avance peut-être, ou que je planifie un petit peu trop au quart de tour, j'ai l'impression que là aussi, ça peut générer de l'anxiété parce qu'on pense tellement à toutes les options qui pourraient arriver, qui, on ne se le cachera pas, bien souvent n'arrivent pas. Eh bien là, ça aussi, ça nous amène dans l'anxiété. Donc, comment on peut faire pour essayer de viser un certain équilibre, se retrouver dans tout ça quand le quotidien va vite? Souvent, on est une équipe de coparents, mais on n'a pas nécessairement la même vision des choses, particulièrement entre maman et papa. Et je suis vraiment contente aujourd'hui de traiter ce sujet-là justement avec un papa, Maxime Sarrazin, journaliste et papa, qui était là à Québec lors de l'enregistrement devant public, qui, vous allez voir, va nous donner son opinion sur le sujet. Évidemment qu'on va parler de charge mentale, cette charge qui incombe bien souvent aux mamans. Donc, comment il voit ça, lui, comme père? Comment il essaie de délester aussi sa conjointe? Ça fonctionne des fois, d'autres fois, ça fonctionne pas. Et comme experte invitée, j'ai aussi Roxane Larocque, qui est psychologue. Alors vraiment, je pense qu'on va faire le tour un peu de ce sujet-là. Et on va essayer d'alléger notre quotidien. Également, dans le segment coup de cœur, eh bien, je discute avec Stéphane Corriveau d'AlphaFix Capital, qui est un gestionnaire de portefeuille pour Kaleido. Kaleido qui propulse cette série et ce qui nous permet de vous l'offrir gratuitement. On se questionne en ce début d'année sur le budget. Quand je vous parle de planification, ben c'est aussi de la planification budgétaire. Honnêtement, j'aime pas ça, moi, faire un budget. Ça me confronte. On dirait que je me rends compte parfois que je mets plus d'argent que je voudrais dans certains postes budgétaires. Et ça vient des fois me confirmer pourquoi à la fin du mois, je me dis, ben voyons, on dirait que j'ai un 200 $ de moins que ce que je pensais. Mais finalement, quand je suis allée faire des commissions, je pensais acheter des couches aux petits, mais je suis revenue avec un petit livre, une autre petite affaire. Puis au lieu de coûter 50 $, ça en a peut-être coûté 99. Après ça, un petit lunch de plus au resto qui n'était pas prévu. Bref, toutes des petites choses qui sont pas graves, qui s'ajoutent à notre quotidien, mais qui, on dirait que quand on prend du recul puis on en prend conscience, peuvent venir nous titiller, nous déranger. Alors, je comprends que faire un budget, c'est pas nécessairement une tâche qui est le fun, qui est facile, mais pour vrai, je pense que c'est nécessaire, ne serait-ce que pour avoir un pas de recul et voir comment on peut planifier notre année. Et si on souhaite aussi réaliser de plus grands projets comme des rénovations ou un voyage, ben un budget, ça peut être un grand allié. D'ailleurs, vous allez retrouver sous la publication l'outil budget que Kaleido met gratuitement à votre disposition. Vous pouvez le télécharger pour ce faire. Parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits.
Bonjour, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Planifier sans crouler sous la pression. Ma première question, c'est planifier, on le dit, c'est un outil pour nous faire gagner du temps. Mais est-ce que vivre dans notre tête, donc toujours à projeter ce qui s'en vient, c'est pas non plus un piège en 2022? C'est sûr que ça peut être une job à temps plein. Je confirme. Surtout qu'on multiplie, puis selon les saisons, puis le nombre d'enfants qu'on a. Mais oui, effectivement, ça peut être un piège aussi, là, tomber dans la surplanification, être dans la micro-gestion, alors qu'il faut quand même une partie de lâcher prise. Oui, ça, c'est pas évident de lâcher prise. Hein? Surtout lorsqu'on arrive à la dernière minute, les choses sont pas prêtes, on se dit « Ah, j'aurais peut-être dû le planifier ». Maxime, en tant que papa, sens-tu que tu as la même pression que ta blonde pour planifier, pour gérer le quotidien? Mais je pense que oui, mais on a une pression qui est différente. Dans la mesure où la charge mentale, on la partage, mais on la vit pas nécessairement de la même façon. Je pense que, tu sais, d'emblée, on part de la naissance de nos enfants, mais c'est sûr que maman, elle a une connexion unique puis spéciale avec l'enfant. Puis c'est normal, chez nous, c'est la même chose. Je veux dire, ma blonde a allaité mon fils pendant les 8-10 premiers mois, au quotidien, à tous les jours. Alors, c'est sûr que ça crée un élément unique. Puis on s'entend que dans la planification, mais c'est certain que souvent, les petits gestes du quotidien, bien, c'est elle qui va avoir tendance à y penser un peu plus. Alors que moi, bien, je vais travailler un petit peu plus, sans nécessairement dire que je vais rester dans les tâches plus normatives d'un homme, là, mais on finit par planifier les choses et on doit se parler. Mais c'est sûr que d'emblée, la charge mentale, oui, maman va en prendre un peu, mais si on ne se parle pas, mais c'est sûr qu'automatiquement, elle va finir par penser qu'elle le fait toute seule. Fait que moi, mon rôle, c'est de dire, OK, bon, comment ça va? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler ensemble? Puis comment on peut se séparer ces fameuses tâches pour la diviser, cette tâche? Mais là, c'est ça. Tu amènes un terme peut-être important, la communication, parce que la charge mentale, hein, c'est un mot comme qui est à la mode en ce moment, la pression de cette fameuse charge mentale-là. Mais est-ce que ça se peut aussi que notre conjoint, notre coparent, voit pas nécessairement tout ce qu'on fait? Parce que dans la charge mentale, je trouve, il n'y a pas juste la notion de ce qui est accompli sur papier. Il y a toute la notion de la pression, du stress qu'on se met à planifier ce qui s'en vient, à penser 3 mois d'avance au rendez-vous chez le dentiste, puis à tout ça. Ouais. Bien, je pense qu'il y a aussi, tu disais, bon, si maman est plus présente au début, c'est normal qu'elle sache plus qu'est-ce qui se passe dans le quotidien puis qu'elle, ça lui vienne tout de suite, alors que toi, comme ben, là, il est assis sur le divan, j'aimerais ça qu'il aurait pensé à faire ça, puis ça, puis ça. Mais ça, on a un petit côté géo des fois, hein, me semble, le bricolage. Oui, mais il y a un côté communication, puis ce qu'on apprend aux enfants, c'est de nommer leurs besoins. C'est la même chose dans le couple, tu sais, de ne pas s'attendre, puis ah, j'aimerais qu'ils prennent l'initiative. En as-tu parlé? Est-ce qu'il est au courant? Puis effectivement, on n'a pas tous les mêmes rôles non plus. Donc, oui, il y a deux choses. Tu sais, j'entends souvent parler, ah, ben, mon Dieu, que j'aurais aimé ça. Tu sais, c'était tellement clair dans ma tête qu'il aurait dû comprendre c'était quoi mon besoin. Mais ça, c'est difficile de pouvoir, cerner ce à quoi l'autre pense. Moi aussi, des fois, j'aimerais ça que ma blonde soit dans ma tête pour comprendre c'est quoi mon besoin. Tu sais. Mais j'essaie de ne pas l'exprimer de cette façon-là. Mais ça, on le tourne en riant, mais en même temps, c'est un peu vrai où c'est important de se dire, de s'asseoir puis de parler de ce qu'on a besoin. Et d'une chose, il faut apprendre aussi, je pense, à déléguer. Mais déléguer, ça vient... Vrai. Mais déléguer pour vrai. Puis je donne toujours un exemple qui est super intéressant. On prend un rendez-vous chez le dentiste. Chérie, tu t'occupes de prendre le rendez-vous chez le dentiste. Pas de problème. Moi, la question, c'est quand est-ce que tu veux que ce soit réglé? Idéalement, il faudrait que les enfants aient été chez le dentiste avant Noël. Parfait. Après coup, ça tombe dans ma cour à moi. Mais je ne m'attends pas à ce que la semaine suivante, j'ai 3-4 appels. Puis, as-tu pris le rendez-vous? Puis, là, es-tu pris? Tu reviens ce soir. Tu l'as-tu appelé aujourd'hui, le rendez-vous? Parce que si tu fais ça, tu n'enlèves pas la charge mentale. Tu ne fais que la dédoubler parce que tu fais de la micro-gestion. Alors, l'objectif là-dedans, moi, ce que je pense, c'est que quand tu délègues une tâche, tu dis parfait, c'est l'autre qui s'en occupe. Et tant aussi longtemps que la finalité est faite, mais le moyen qui a été pris pour y arriver, en bout de ligne, on s'en fout un peu. Que tu aies pris le rendez-vous 2 mois d'avance ou que tu as été bien chanceux puis que tu as appelé puis qu'il y a fait une annulation. Au final, le petit... Mais si on arrive à Noël puis que le rendez-vous n'a pas été pris, là, par contre, on doit s'asseoir puis revoir parce que là, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Puis ça, c'est correct. C'est comme ça qu'on le verra au travail aussi. Mais dans notre situation professionnelle, si on a un patron qui nous dit « Parfait, je te délègue cette tâche-là », mais qu'à toutes les 10 minutes, il vient voir si ça a été fait, bien, tu vas dire, là, c'est parce que tu es en train de faire du micromanaging, de la micro-gestion, puis c'est un peu désagréable. Mais c'est la même chose dans un couple. Puis généralement, bien, quand tu micro-gestionnes, bien,
c'est là où tu as une charge mentale qui explose parce que tu veux tout faire. Puis dans le couple, souvent, ça va arriver, puis ça cause des frictions. Parce que moi, me faire répéter 100 fois la même chose, je suis chanceux, ça n'arrive pas dans mon quotidien. Je touche du bois, puis je veux pas que ça arrive non plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, je pense, pour se faire confiance, mais surtout se parler quand tout va bien pour qu'on n'en arrive pas à devoir faire de la microgestion. Mais est-ce qu'on peut dire justement que dans ce cas-là, la fameuse liste pourrait être intéressante de dire, OK, là, on pardonnez-moi l'expression, mais on vomit les deux tout ce qu'on a dans la tête. OK, le changement de pneus d'hiver, le dentiste, les habits de neige, la classe de nature dans 3 semaines. T'sais, bref, on met tout ça sur la liste. Puis après ça, on délègue, puis on partage selon aussi nos intérêts puis nos goûts. Bien, tout à fait. Puis en même temps, la liste, peut-être qu'elle fonctionne bien pour une famille puis pas pour une autre non plus. Je pense que là, on revient à la base de la communication. Mais effectivement, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à se partager, qui fait quoi. Puis après ça, lâchons prise et laissons. Ouais, ça, c'est un bout défi. On voit beaucoup aussi, c'est ça, la charge mentale, elle est lourde. Mais d'avoir ce comportement-là, ça infantilise aussi le partenaire ou l'autre conjoint. Puis on lui laisse comme pas la chance de prendre sa place, finalement. Puis qu'on montre aux enfants aussi, c'est il y a une façon de faire, c'est celle-là, puis il faut que ça fonctionne comme ça, alors que c'est pas vrai du tout. Vous remarquez que à chaque fois qu'on parle de charge mentale, c'est dans des moments où ça fonctionne pas. C'est vrai. Et on aborde toujours ces solutions-là quand on a laissé les choses monter en épingle puis prendre une importance qui devient trop lourde à gérer pour nous-mêmes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, quand on l'aborde, on n'est pas réceptif. On parlait dans un autre épisode, mais on n'est pas réceptif, on n'est pas prêt à communiquer. Parce que la meilleure façon de pouvoir entamer une communication, c'est d'être posé, c'est d'avoir eu une bonne journée, de s'asseoir et de se dire « Hey, comment ça a été ta journée aujourd'hui? Ah, mais j'ai vécu telle affaire. Ah, mais toi... » Et là, tu es dans un bon esprit puis tu dis « Bon, écoute, il faut que je te parle. Je me sens... » Par exemple, je me sens pas bien. Je sens que j'ai trop de pression. Là, je gère telle chose dans la maison, puis pour vrai, j'y arrive pas. Alors là, en ce moment, je me sens pas bien. Et d'approcher ça de cette façon-là, tu démontres à l'autre que tu ressens quelque chose, pas que tu reproches que l'autre n'a pas fait quelque chose. Alors tu crées de l'empathie, puis c'est là où on est en mesure de communiquer. Ouais. Et ça peut être variable aussi. Parfois, on a tous des périodes plus intenses au bureau. Je ne vous cacherai pas que dans les dernières semaines, à préparer l'événement, j'étais moins disponible pour le quotidien. On a mangé beaucoup de grilled cheese, mais ils sont très bons. Mais ça fait partie de la vraie vie, puis il faut le nommer, il faut le dire, parce qu'à un moment donné, on se met aussi des standards de performance qui peuvent venir nous peser très, très, très lourd sur la tête. Et encore là, j'aimerais vous amener sur un autre concept. On parlait beaucoup de la perfection parentale. On le sait, ça n'existe pas et c'est une bonne chose pour les enfants. Mais j'aimais le concept du parent de semaine puis du parent de fin de semaine. Et là, j'ai commencé à regarder ça, puis je me suis dit, hey, c'est vrai chez nous. On dirait que le parent de semaine, c'est le parent où tout est planifié. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis le parent de fin de semaine, il est un petit peu plus lourd. Hein? Il me semble qu'on peut respirer, qu'on peut... Comment on pourrait faire peut-être pour sortir de cette spirale-là? Bien, déjà, d'en prendre conscience. De prendre conscience aussi. Tu sais, tu disais tantôt, ben là, moi, je prépare l'événement, ça se peut qu'il y ait plus de grilled cheese. Ben oui, on peut-tu normaliser ça? Que des fois, on est dans le jus, puis c'est normal, parce qu'il y a une rentrée scolaire, parce qu'il y a une rentrée à la garderie, parce qu'il se passe quelque chose au niveau professionnel. Ça se peut. Puis ce que la recherche nous montre, c'est que les parents qui s'en sortent le mieux en bout de ligne, c'est ceux qui ont des capacités d'adaptation, qui utilisent beaucoup de souplesse, puis que là, c'est une passe. Tes enfants ne mangeront pas de grilled cheese jusqu'à l'année prochaine, je pense pas. Je confirme que non. Mais là, ils ont vécu ça, puis c'est pas grave. Mais si toi, tout le long, tu es en train de faire ton balado en disant, ben là, puis là, j'ai mal nourri mes enfants, puis là, c'est pas constructif, c'est pas vraiment relié aux besoins de l'enfant, c'est plus relié à notre besoin à nous, à notre stress à nous. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le concept de parents de semaine puis de parents de fin de semaine, c'est comme si tu as 2 personnalités. Alors qu'au fond, ce qu'il faut, je pense, c'est se ramener au fait que qu'est-ce que je fais en ce moment? Tu sais, quand tu es au travail, tu es concentré. Une fois que tu arrives à la maison, c'est sûr que tu as des enjeux de travail qui peuvent rester. Mais ta priorité, c'est quoi? C'est de t'occuper de ton moment présent, donc d'être avec tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, puis de t'occuper de ce moment-là. Si tu es capable de te recentrer sur le moment présent, ben tu vas être un parent de tout le temps, dans la mesure où la fin de semaine ou la semaine ne changera pas parce que tu vas arriver en soirée puis tu vas profiter du moment que tu as à ce moment-là. Même si, effectivement, ton temps va être limité, on s'entend, on vient de travailler le soir, il est 18h, va chercher les enfants à la garderie avant que ça ferme ou à l'école, arrive, fait le souper en vitesse, les bains, les douches, oui, c'est rapide, c'est un concentré, mais ce concentré-là ne veut pas dire qu'il n'est pas important. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'après ça, le week-end où on est un peu moins, puis c'est pas vrai parce que j'en vois des gens, au contraire, que le week-end, ils sont plus cadrés que la semaine parce qu'ils ont
28 cours, 28 activités, les grands-parents allaient voir, les amis, le souper, puis tu finis que tu es plus occupé qu'en semaine. Mais après ça, c'est ta gestion du temps, mais de juste profiter du moment, puis de se dire, regarde, les enfants veulent écouter 30 minutes de télé, puis ça fait l'affaire, puis on s'assoit tout le monde ensemble, on se fait un colleux, puis on écoute la télé, on écoute l'épisode ensemble, mais tant mieux, on prend le temps de souper, prendre le temps de manger ensemble. Ça, c'est la clé. Ouais. Pas de les laisser manger sur le bord de la table en se disant, ben nous autres, de toute façon, on va manger en faisant la bouffe parce que j'ai d'autres choses à faire après. Non, assoyons-nous, parlons-nous. Tout le monde ensemble. Puis apprécions le moment. Sérieux, ça fait toute la différence. Puis après ça, tu peux dire, on a passé, oui, un court moment, mais privilégié. On s'est parlé, on a cherché à savoir comment s'est passée la journée. Puis c'est pas vrai que les enfants ont rien à nous dire. Le soir, ils ont envie de nous conter leur journée de la même façon que nous aussi, on peut leur raconter comment ça s'est passé. Mais pour nos tout petits, je sais que 2-5 ans, des fois, c'est un petit peu difficile, mais comment pouvons-nous les amener peut-être à collaborer? On n'arrête pas de parler de la pression, des tâches à accomplir. Est-ce qu'on pourrait commencer à leur demander, par exemple, le soir, de choisir leurs vêtements pour le lendemain? On va les mettre en bas, de rapporter leurs assiettes, leurs couteaux. Comment donner de petites tâches, disons, 2-5 ans, puis peut-être l'autre groupe des 6-9 ans qui, eux, ont les devoirs, tout ça, ça prend du temps quand même le soir. Comment amener aussi nos enfants à se responsabiliser pour nous faire baisser un peu la pression? Bien, je pense premièrement en s'adaptant à leur âge, effectivement. Puis on parlait de lâcher prise tout à l'heure. Ça se peut que les vêtements que ta petite de 3-4 ans sortent, c'est pas comme ça que tu l'auras habillée. C'est généralement des fois, je sais pas chez vous, là, mais chez nous. Il y a des petits matchs. Mais elle se sent belle, elle est bien là-dedans. Ouais. Allons-y, lâchons prise. C'est ça aussi quand on revient un peu à la microgestion, mais c'est qu'on laisse partie, c'est une partie de contrôle qu'on laisse tomber. Après ça, je pense qu'il faut que ce soit fait dans le plaisir aussi, puis j'essaie de la porter toujours au niveau de, bien, on fait ça pour la famille, tu sais, c'est pas une tâche, pas une punition, c'est pas, hey, là, t'es assez grand pour m'aider, pourrais-tu, c'est ça, préparer, mettre la table, enlever. L'autre chose, c'est qu'il faut que ce soit adapté aussi. Si ta vaisselle est tout cassante et très chère et tu veux pas qu'il débarrasse la table, ben, on n'est pas adapté. Donc, d'adapter aussi notre maison, notre réalité à travers les yeux de nos tout-petits, ça les rend autonomes beaucoup plus facilement. Parce que généralement, ils aiment ça, ils en veulent d'autonomie. Ils sont fiers d'être bien. Effectivement, oui. Oui, puis de leur dire, tu sais, c'est pas nécessairement toujours dans la... Tu sais, on s'entend que, je donne un exemple cette semaine, ma conjointe voulait faire de la cuisine avec ma fille, tu sais, puis c'était donc le fun pour eux autres, mais elle arrive ça à commencer à 18h30 le soir, alors qu'elle a déjà sa journée dans le corps, là, ils vont faire des muffins, sortent le glaçage maison, puis c'est pas des farces, là, ils ont pris toute la soirée, ce qui fait que quand je suis revenu du bureau, moi je suis revenu à la maison ce soir exceptionnellement à 20h30, j'arrive là, j'ai la cuisine dans un état catastrophique, ma blonde est couchée dans le lit, puis je me dis... Aïe, aïe, peut-être que le timing était pas bon. Mais en même temps, je m'en vais à la foire, je fais tes coucher. Ah, oui, je suis fatigué. Oui, je vois ça. Peut-être qu'on aurait pu faire ça samedi. Oui, ça, c'était l'activité mais finalement, on a fait la vaisselle ensemble, on a tourné ça en riant, puis c'est correct. Mais puis je suis content parce qu'on a passé un bon moment. Mais des fois, peut-être de choisir nos moments aussi pour pas s'épuiser. Parce qu'on a le complexe facile aussi de vouloir être des super parents, d'être des super mamans, super woman, super dad. On veut être parfait. Mais à un moment donné, il faut comprendre que, je veux dire, on a un temps limité, on a des charges fortes, puis l'important, c'est des moments de qualité. Puis pour nos enfants, oui, c'est sûr que se dire, regarde, sais-tu quoi, ce soir, on va faire des grilled cheese ensemble. Ma fille, elle aurait trippé autant de faire des grilled cheese que se claquer dans des muffins de maison avec du glaçage maison, tu sais. Puis de toute façon, il y en a tellement qu'on les mangera pas, tu sais. En plus, parce que souvent, elle les fait, mais après ça, ils sont comme tannés. Mais puis de l'autre côté, ben, c'est de leur demander peut-être dans les tâches de ranger un peu leurs jouets. Tu sais, moi, mon fils a 3 ans et demi, il va avoir 4 ans, puis moi, c'est important de dire, regarde, tu as sorti tes jouets, bien, avant de passer à autre chose, on va les ranger, comme à la garderie. Puis on essaie d'implanter quelque chose, un continuum dans ce qui se passe. Oui, le soir. Puis regarde, papa, il aurait besoin d'aide. Papa, il a sorti des petites choses. Veux-tu m'aider? Va me chercher tel objet, tu me le donnes, moi, je vais le ranger. Donc là, c'est un travail de collaboration. Puis en même temps, moi, je lui inculque le fait que moi aussi, je m'occupe de faire du rangement, de m'assurer de garder l'espace propre. Fait que c'est un élément que je vais lui transmettre aussi à la suite de ça. Là. En plus de le valoriser, parce que ça lui fait passer aussi un moment avec nous. Les enfants aiment nous rendre service. Là, je reviens à la planification, disons, de l'horaire. Dans l'horaire, on le sait, il y a le travail, il y a, disons, la charge familiale, le temps qu'on passe en famille, en couple, quand il en reste, et notre temps personnel. Pour aider justement à faire parfois diminuer cette charge mentale-là, arriver à tirer la plug, comme on dit, puis juste se regrounder, se recentrer sur quels sont nos besoins ici maintenant. Parce que ça m'est arrivé des fois d'être tellement épuisée que je me demandais c'est quoi mon besoin, je le sais même pas. Donc, comment pouvons-nous arriver à ajouter du temps personnel à l'horaire? Parce que je ne sais pas pour vous, mais je lisais justement des articles où
les femmes, mais même les hommes, ont tendance à couper en premier le temps personnel à l'agenda quand il y a quelque chose qui déborde. Et au contraire, ça devrait être la dernière chose qu'on enlève parce que c'est la chose la plus importante. C'est-tu réaliste? Bien, encore là, on commence par une prise de conscience. Mais est-ce que c'est réaliste? C'est une question de choix aussi. Tu sais, je pense que consciemment, il faut... Puis ça se peut qu'une fois, ce soit ton sport ou qui prend le bord, ou puis c'est correct, mais est-ce que ça devient tout le temps ça? Puis là, je suis dans une traque où je m'épuise, tu sais. Et ça, je trouve, sans genrer les comportements, mais que souvent, on a à apprendre de nos conjoints qui continuent à aller au hockey, au badminton, avec, tu sais, des soirées qui sont sacrées. Au lieu de chialer, oui, c'est ça. Au lieu de chialer, ben, de s'en inspirer, faire comme ça, c'est à l'horaire, tu sais, ça bouge pas. Je pense qu'il y a une question de choix aussi, tu sais. Est-ce que mon horaire, 40 heures semaine, avec mon X nombre d'enfants, avec convient à ma vie? Est-ce que ça se peut? Et c'est des périodes aussi. Est-ce que ça se peut que pendant la petite enfance, ben, je sois plus sollicitée, fait que j'ai des choix à faire? Ça se peut qu'il y a des choses qu'on a mis de côté qui vont revenir après. C'est correct aussi. Fait que je pense qu'il y a comme une réflexion à avoir à ce niveau-là, puis en communication avec le partenaire. Parce que là, si toi, tu es à la maison à tout sacrifier pendant que l'autre partenaire part une fin de semaine avec ses chums, travaille, est bien heureux, bien là, la satisfaction dans ça amène aussi difficile. Le budget. Je veux dire, parfois, des familles vont faire des choix. Un des deux parents va dire, ben regarde, moi, je vais travailler 25 ou 30 heures semaine parce que familialement, ça va être plus viable. L'autre va travailler un petit peu plus. Mais il faut s'assurer aussi qu'il y a un partage des dépenses et tout ça pour pas non plus créer un sentiment d'isolement avec la personne qui a fait le choix de peut-être travailler moins, mais c'est un choix familial. Exactement. Oui, puis j'en reviens au fait où les deux parents doivent avoir... Tu sais, on a tous des passions. Puis moi, je reviens toujours au principe que tu peux pas être le meilleur parent pour ton enfant si t'es pas capable d'être la meilleure personne pour toi-même. Si t'es pas dans le meilleur état à l'intérieur de toi-même, tu peux pas donner le meilleur de toi à quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est autant dans le couple que dans la vie de parent. Mais c'est important aussi de dire, bon, je travaille, je ramène des sous à la maison, ma conjointe travaille, elle ramène des sous à la maison, on développe un environnement sain pour nos enfants, mais on a besoin de temps pour nous. Pour ma part, moi, je joue de la musique, je suis trompettiste depuis que je suis tout jeune, mais c'est important pour moi d'aller jouer de la musique. Mais j'ai un soir qui est à moi où on se dit, garde, on part la soirée ensemble, puis à partir de 6h30, ben garde, je m'en vais à ma pratique de musique, puis c'est ça. Et puis après ça, ma conjointe m'a dit, moi, j'aimerais ça faire de la danse. Ben, je dis, garde, le mercredi soir, tu as le temps d'aller danser, c'est ta soirée, moi, je vais être à la maison. Puis si, par exemple, je dois être retenu au travail, bien, c'est prévu que belle-maman va venir garder puis va venir nous donner un coup de main parce que c'est important que toi aussi, tu aies ta soirée. Mais après ça, quand c'est débalancé, puis c'est quatre soirées d'un côté puis une soirée de l'autre, ça n'a pas de sens. Puis c'est aussi important de se dire qu'au travers de ça, c'est du temps qu'on passe pas en couple. Fait qu'il faut aussi se rappeler que le temps en couple est important. Donc oui, d'une façon ou d'une autre, il faut se dire, bon, oui, je vais prendre du temps pour moi parce que je suis une personne entière, j'ai besoin de temps pour moi, mais il faut aussi entretenir le couple, parce qu'on n'est pas juste des parents. Puis d'oublier ça, puis on a tous vécu, certains, vous avez tout le monde dans la salle a des histoires là-dessus où on a fini par s'oublier, puis on a fini par oublier l'autre, on s'est pris pour acquis, puis à un moment donné, on se rend compte que ben, le chemin qu'on avait comme ça, qu'on traçait ensemble, ben whoop, il s'est divisé. Alors que si à chaque semaine, on se prévoit ne serait-ce qu'une soirée ensemble, où on va juste profiter du temps, puis de passer ensemble dans quelque chose qui nous fait plaisir tous les deux, puis se donner du temps, ben, on se retrouve, puis on entretient la petite flamme qui permet à notre couple de rester fort. C'est un peu cliché, mais c'est ça quand même. Puis c'est ça qui fait que ça marche. Mais c'est pas obligé d'être 5 soirs ensemble puis d'être constamment ensemble. Non, mais c'est de se prévoir des moments qui vont être privilégiés pour le couple, pour les parents, mais surtout pour le couple à l'intérieur de la parentalité, parce qu'on n'est pas seulement des parents. Non, effectivement. Et ce que j'allais dire, dans l'horizon de planification du temps, disons qu'on regarde une semaine pour pas tomber dans la pression de la performance puis générer de l'anxiété, est-ce qu'on peut se dire, pour s'offrir un peu de douceur puis un peu de souplesse, disons, une soirée personnelle, une soirée pour moi, quelques heures de couple. C'est pas nécessairement toujours être obligé d'être le même bloc. Je pense, entre autres, au télétravail. Des fois, ça peut arriver que les deux conjoints soient à la maison. Est-ce qu'on se dit, garde, le mardi puis le jeudi, on prend l'heure pour luncher ensemble, pour être à la maison, mais pas faire le lavage, là. Luncher, on se fait une date, même si on est à la maison. Les deux, on se prend pas de rendez-vous. De trouver de petits moments comme ça, mais pas nécessairement rigides. S'offrir une certaine souplesse. C'est parce que j'ai l'impression que des fois, on planifie pour se décharger, mais en même temps, on accentue l'anxiété.
Bien, ce qu'on veut aussi, c'est être à l'écoute de nos besoins. Si moi, je me suis bookée 1 heure pour aller courir le lundi soir, moi, j'arrive lundi soir, je ne suis pas tout là-dedans, il pleut, ou tu sais, il faut que j'aille courir parce qu'il faut que je prenne soin de moi. On n'est pas tant en train d'écouter notre besoin. Je pense qu'on oublie souvent aussi que ce qu'on fait, on est un modèle pour nos enfants aussi. Fait que de dire, ben, hey, moi, je prends du temps à mon horaire, je ne sais pas nécessairement ce que je vais faire, mais je me garde des moments, bien, on leur montre à eux aussi, plus tard, qu'ils pourront prendre des moments pour eux. Puis ça, des fois, ça devient un moteur de changement qui nous force à le mettre à l'horaire. À la semaine de planification. Mais j'aime beaucoup l'idée du modèle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais des fois, on se dit, par exemple, on va recevoir à la maison. Mais on est épuisé, justement. Puis là, on avait booké ça avec des amis 2 semaines d'avance. Puis là, on a vraiment envie de voir les amis. Mais là, finalement, on est fatigué. Donc, au lieu peut-être de les appeler et de dire, est-ce qu'on fait un potluck? Peux-tu apporter quelque chose ou on se commande ou peu importe? Mais là, on se met la pression de recevoir. Mais là, on bougonne toute la journée parce qu'on est vraiment fatigué. Puis là, les amis arrivent, on est épuisé, on passe un beau moment. Mais ça aurait pu être différent si on s'était écouté davantage et qu'on avait peut-être rechangé ça à la dernière minute. Moi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. J'aime recevoir. En règle générale, j'aime avoir les gens autour de nous, puis ça me fait plaisir de recevoir. Mais j'avoue que des fois, on se met de la pression aussi parce que là, tu veux cuisiner quelque chose de bon, puis tu veux que ça soit intéressant, puis là, tu te dis, faut pas qu'on manque de rien. Ah oui, j'ai-tu passé au dessert? Je pensais, il y a une bouteille de vin. Qui aime quoi? Oui, là, ça devient une charge. Puis j'angoisse. Oui, non, mais c'est ça. Mais on finit que. En tout cas, tu finis que tu dis, OK, mais au final, effectivement, si tu te sens pas bien, tu dis, hey, savez-vous quoi, je vous avais dit de rien amener, mais finalement, on va se dire, je vais avoir besoin. Amène le dessert, occupe-toi d'amener l'entrée. Moi, je vais m'occuper du plat principal. Mais il faut déculpabiliser. Les gens sont contents d'aider. Ben oui. Puis moi, je veux dire, quand quelqu'un me dit, Maxime, viens souper à la maison, mon premier réflexe, c'est qu'est-ce que j'amène. C'est pas parce que je veux te demander ça pour être fin. Je veux amener de quoi. Puis même si tu me demandes rien, je vais amener quelque chose. Fait que, tu sais, d'une façon ou d'une autre, ben, tant mieux. Demande-moi ce que tu as réellement besoin. Tu veux que j'amène le dessert? Va te le dessert. Tu veux que je fasse une salade? Mon affaire. Je peux amener le poulet, si tu veux, me dérange pas, tu sais. Mais dans un sens, acceptons que des fois, on est capable d'avoir à demander de l'aide. Puis ça vient, c'est plus large que juste le principe de recevoir, mais si on a besoin, ben demandons-le. Regarde, je veux qu'on passe un bon moment, j'ai zéro le temps, j'ai trop d'impact aujourd'hui sur ce que je vis. Ben, aidez-moi. Puis des fois, là, tu parles de la nourriture, mais il y a aussi le ménage. Est-ce que les enfants vont être polis? Est-ce que ça va bien se dérouler? Fait qu'il y a comme plusieurs couches là, où on a un travail à faire. Au-delà de la planification du repas, il y a la planification de l'activité pour toute la famille. Mais ce que je retiens beaucoup de notre entretien, c'est apprendre à demander de l'aide, déléguer pour vrai, en lâchant prise, beau défi, et amener un petit peu de souplesse, je pense, dans notre quotidien qui va à 100 000 à l'heure pour de nombreuses familles parce que nous sommes des modèles pour nos enfants. Merci beaucoup d'avoir été là. On nous dit souvent qu'en début d'année, c'est un bon moment pour se fixer des objectifs, faire notre tableau de visualisation pour savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'accomplir dans la prochaine année. Mais moi, aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous amener l'idée de faire des prises de conscience au niveau budgétaire. Parce que là, les fêtes sont passées, les cartes de crédit sont entrées. On voit un peu l'ampleur soit de notre endettement ou de notre compte épargne qui a monté, tant mieux si c'est le cas. Mais je pense que ça demeure un bon moment en début d'année pour se faire ce qu'on appelle le traditionnel budget. Et aujourd'hui, je vais en discuter avec un expert, quelqu'un qui s'y connaît avec les chiffres, Stéphane Corriveau, qui est président d'Alphafix Capital. Bonjour Stéphane. Bonjour Maggie. Je l'ai dit, c'est pas sexy faire un budget. Non. Puis honnêtement, moi, quand j'en ai fait un, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. On dirait que dans ma tête, exemple, la restauration, je dépensais pas tant que ça dans les restaurants. Mais là, quand j'ai pris le temps de tout additionner, j'ai fait comme « Oh! » Et de mettre ça en pourcentage aussi par rapport à, mettons, l'habitation, tout ça. Et là, ça m'a fait prendre une prise de conscience que, mon Dieu, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Il fallait que je fasse des modifications. Est-ce que je suis la seule comme ça? Ah non, je peux te confirmer que non. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on fait des budgets? C'est que ça nous donne une réalité qu'on ne veut pas nécessairement voir. Pourquoi? Parce qu'on était bien avant, entre guillemets. On se souvient, avec la pandémie, on ne pouvait plus rien faire. Donc, bien des fois, on s'est fait venir de la nourriture, du Uber Eats, puis ça ne dérangeait pas parce qu'on n'avait rien à faire. Ensuite de ça, quand ça a réouvert, ben c'est encore plus fun. On va dans les restaurants, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, on va voir les spectacles. Le prix, ça ne nous dérange pas parce qu'on a eu de l'argent qu'on a économisé parce qu'on n'avait pas rien à faire. Là, on arrive à un point où est-ce qu'on revient dans une quasi-normale, puis on ne peut pas tout faire. Puis que ce soit un budget pour la nourriture ou un budget pour les voyages,
on est en mode où l'inflation est rendue hors de contrôle. Donc, c'est de l'inflation qu'on n'avait pas vue depuis les années 80. Donc, on n'est pas été habitué à voir ça parce que l'inflation, habituellement, est autour de 2 %. Là, on est autour de 7-8 %. Donc, ça veut dire que les prix augmentent. Donc, il faut absolument faire des choix. C'est ça qu'on n'aime pas. C'est ça, Puis, c'est de faire des choix. Je te dis, oui, moi, toi, mais mes enfants qui sont un peu plus vieux, c'est la même chose. Donc, ils ont des allocations qu'on leur donne. On veut qu'ils soient responsables. On dit, voici votre argent. Mais des fois, il faut revenir et dire, écoute, peut-être que ton Uber à 30 $, tu es étudiant. Ça peut arriver une fois par mois. Tu veux faire ça avec ton ami, c'est correct. Tu peux pas faire ça là, souvent là, parce que ça coûte bien trop cher. Donc, il faut faire des choix. Et faire des choix, ça veut dire des fois, c'est des choses qu'on n'aime pas faire. Mais on n'a pas le choix. Et l'exercice, je pense qu'il est important de le faire avec soi-même, mais j'imagine avec notre conjoint. Parce qu'encore là, oui, on a des valeurs familiales, mais des fois, on n'a pas toujours les mêmes choix. Puis là, quand on se rend compte que ça ne balance pas au bout de la ligne, ça peut amener des conflits aussi. Oui, ça peut amener des conflits, puis ça peut amener des silences. Dire, oups, je ne suis pas sûr que je veux aller à cet endroit-là. Si on comprend pas, c'est parce que l'autre, effectivement, a une autre réalité, parce qu'effectivement, ça peut être le père, la mère de nos enfants, mais ça peut être des familles reconstituées aussi, fait qu'il y a d'autres dépenses un peu partout. Il faut vraiment le faire, puis je pense que c'est correct être à livre ouvert, dire voici mon budget de dépenses, qu'il soit voyage, resto ou activité autre, puis il faut le respecter. Bon, est-ce qu'on peut aller plus loin? Bien là, il faut faire attention. Parce que, comme on l'a dit, l'inflation est très haute. On pense qu'elle va rester haute encore une période de temps. Donc, il faut faire attention. Puis en parlant des dépenses, la première chose à faire, je pense, en revenant des fêtes, c'est regarder effectivement vos cartes de crédit. Parce que là, on ne parle pas de taux d'intérêt 3, 4, 5 %. C'est du 20 ou du 28 % de taux d'intérêt. Donc, le premier conseil, c'est si vous avez des cartes de crédit non payées, vous devez régler ça le plus vite priorité. possible. Avant la marge de crédit, avant le reste. Avant tout. OK? Après ça, là, tu peux faire ton budget, puis là, il faut que tu te contrôles, en guillemets, sur tes dépenses. Puis dites-vous, vous n'êtes pas tout seul. Non. Okay? On s'en va, encore une fois. On a vécu une période où les taux d'intérêt étaient très bas. Là, on est en hausse de taux d'intérêt. Nous, on pense chez AlphaFix que les taux d'intérêt vont rester plus élevés qu'on a vu depuis, exemple, 2008, où les taux étaient à zéro pendant quelques années. Donc, avec ça, il faut budgéter comme il faut. Mais là, pour nous donner une idée un peu de la pointe de tarte, là, pour qu'on puisse voir, bon, je sais là, que ce sont vraiment des guides, chacun va un peu modeler ça à sa manière, mais disons, se loger versus s'alimenter versus peut-être les sorties, grosso modo, en pourcentage, on pourrait viser quoi? Bien, écoute, c'est une très bonne question, puis c'est sûr que se loger, malheureusement, ceux qui ont des hypothèques à taux variable, vous devez faire faire Puis même ceux qui ont des hypothèques à taux fixe. Puis qu'on renouvelle dans quelques années. Exactement. Le taux de 2 % 5 ans, malheureusement, il n'est plus disponible et on ne pense plus qu'il va être disponible. Donc, en plus de faire un budget, Maggie, il faut que tu prévois si effectivement ton taux d'intérêt va augmenter. Je vais avoir moins d'argent là-dessus. Donc, aussi bien économiser tout de suite. C'est ça, épargner déjà. Parce qu'un taux d'intérêt, là, tout le monde comprend, là, s'il augmente de 3 %, vous avez une hypothèque de 100 000 $, c'est 3 000 $ après impôt. Vous en gagnez 6 000 pour arriver à même endroit. Parce que ça, c'est de l'intérêt. Puis 100 000 d'hypothèque, c'est pas beaucoup, on s'entend. Exactement. Il y a quand même des hypothèques beaucoup plus élevées. Et même, à la limite, j'ai tendance à dire, même si vous êtes locataire, compte tenu que votre propriétaire, son taux d'intérêt monte, c'est sûr que ça peut se refléter. Bon, il y a quand même, on le sait, là, c'est régi, mais on peut penser que des loyers qui vont rester stables, ça serait surprenant. Oui, fait que le meilleur conseil à donner pour les prochains mois, trimestres, faites un budget. Faites le scénario que ça va coûter plus cher. Puis après ça, avec votre argent que vous avez en surplus, c'est ça votre argent pour vos activités. Ouais, Faites pas l'erreur de dire ça dérange pas, je peux dépenser plus parce que ça va revenir rapidement, les taux d'intérêt vont baisser. Je vais me retrouver comme dans mon monde, je vais dire pré-2020. Ouais, on n'est plus là. Non. Donc, on doit vraiment mettre l'épargne comme un poste budgétaire avant de voir ce qui reste. Mais on s'entend, Stéphane. Épargner, c'est pas sexy. Là. Pour plusieurs, je lisais ça, j'ai tapé un peu épargne là, sur Google pour voir, puis j'ai vu une phrase qui m'a marquée, ça disait « Pour moi, épargner, c'est me priver d'un plaisir à court terme pour quelque chose qui va peut-être arriver à long terme. »
Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Non, ça, c'est une définition, je vais dire, technique qui est peut-être un petit peu trop poussée. C'est certain que quand vous épargnez, vous faites des efforts. C'est pour ça que c'est pas sexy, puis c'est pour ça que c'est pas le fun. Parce qu'il faut faire un effort de dire, je ne consomme pas ça tout de suite et effectivement, je vais manger à la maison versus aller au restaurant, peut-être vendredi, samedi soir, puis dimanche, un petit 5 à 7. Donc, il faut effectivement faire des efforts de dire, je vais faire attention, mais si vous faites ça, ben vous allez voir que dans les prochains mois, trimestres, vous allez vous sentir pas mal plus libre de faire vos choix versus quand vous avez beaucoup de dettes, puis surtout ces cartes de crédit, avec les taux d'intérêt qui augmentent, c'est pas le fun du tout. Non, puis on veut pas l'anxiété aussi parce que ça peut nous amener dans une spirale d'anxiété. Alors, si on a réussi à vous convaincre, c'est ce qu'on espère, de faire un budget, Kaleido offre sur son site un outil budget qui est vraiment bien monté, qui est tout simple. On a juste à entrer nos chiffres, ça calcule pour nous, ça nous donne une bonne idée. Alors, dans la description de l'épisode, également sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre le lien. Vous pourrez aller télécharger cet outil budget offert gratuitement par Kaleido pour vous donner une idée et vous allez pouvoir faire des constats. Je vous souhaite des beaux constats, mais dites-vous que si ça représente peut-être pas tout à fait ce que vous souhaitez, vous n'êtes pas tout seul. C'est normal, puis on est simplement là pour s'ajuster. Il ne faut pas se taper sur la tête, il faut juste se dire, regarde, je prends mes responsabilités, puis voici comment ça va se passer dorénavant. Merci beaucoup, Stéphane. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Merci à Maxime Sarrazin, journaliste au 98.5 FM et papa. Merci à Roxane Larocque, psychologue. Merci à Stéphane Corriveau d'AlphaFix Capital. Un merci tout particulier à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour le montage et la musique. Je m'appelle Meggy Bélanger et vous le savez, ça me fait plaisir de vous retrouver chaque semaine afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!